Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis à Unilassal. Unilassal est un institut polytechnique issu de la fusion de 5 écoles d'ingénieurs et de la création d'une école vétérinaire. Au cœur des enjeux de transition, il dessine une nouvelle génération de grandes écoles qui unit les sciences du vivant, de la terre, de l'environnement et de l'énergie aux sciences industrielles et aux technologies numériques. Je suis en présence de Valérie Leroux, directrice générale déléguée, Sébastien Laurent-Charvet, directeur des formations du groupe Unilassal, et Caroline Granel, responsable du centre de carrière. Valérie, je me tourne vers vous parce que je voudrais vous demander tout simplement de nous présenter Unilassal. Bonjour Perrine, avec plaisir. Alors vous avez déjà commencé à dire un petit peu qui nous étions. Donc effectivement, le résultat de la fusion de 5 écoles d'ingénieurs et de la création d'une école vétérinaire. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous développons, on a un peu plus de 17 formations, principalement des formations d'ingénieurs dans différents domaines, mais on va explorer ça ensemble un petit peu après. Également des bachelors, donc tout ça en recrutement post-bac. Et puis la formation vétérinaire, donc lancée depuis 3 ans. Et puis enfin des masters, Master of Science, etc. Mais ça nous concerne peut-être un petit peu moins aujourd'hui. Alors, Unilassal, on est donc le résultat de cette fusion. On est présent sur 4 campus en France, donc d'ouest en est, Rennes, Rouen, Beauvais, Amiens. Voilà, on a 4000 élèves, 24 000 diplômés, alumni, donc un peu plus de 580 salariés. Et on diplôme à peu près 1000 élèves par an, voilà. Une formation, alors une histoire aussi, parce que Unilassal, c'est pour le campus qui est le plus ancien, 170 ans d'existence. Et puis globalement, en fait, on est membre du réseau LaSalle Monde. Alors, le réseau LaSalle, c'est finalement aujourd'hui la première organisation non gouvernementale dédiée à l'éducation. Dans le réseau LaSalle, on forme aujourd'hui un peu plus d'1 million d'élèves de par le monde, 1200 établissements, un peu plus de 80 pays. Et au niveau universitaire, on est à peu près 70 universités. Donc, on travaille ensemble et quelque part, 300 ans d'existence pour ce réseau et un même projet éducatif que nous partageons tous ensemble. Alors, peut-être aussi préciser que Unilassal, nous sommes en fait un établissement à but non lucratif. Voilà, donc un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. Valérie, est-ce que vous pouvez me préciser quel est le projet éducatif lassalien ? Oui, alors ce sont, je dirais, à la fois des valeurs et une vision. Parmi les valeurs, il y en a 5 en fait qui nous animent. Donc la première, c'est le respect de soi, respect des autres, respect de la différence. Voilà, c'est très important dans un monde un peu qui est aujourd'hui polarisé. Eh bien, cet apprentissage ou ce développement du respect nous semble. On est aussi une école où on accueille 40 nationalités différentes, donc c'est d'une grande richesse. C'est aussi apprendre à vivre ensemble, donc c'est pour nous extrêmement important. Donc ce respect de soi, des autres, etc. Deuxième valeur, la confiance. Alors ça, c'est important quand on est dans un établissement d'enseignement supérieur. C'est-à-dire confiance dans le potentiel de l'élève. Et nous, chez nous, en fait, tout élève qui rentre chez nous, je dirais, il a le potentiel pour réussir. C'est ça qu'on garantit. On n'accueille pas et on n'intègre pas des élèves en se disant on verra bien s'ils ont le potentiel et si ça marche. Non, on accueille des élèves et logiquement, s'ils travaillent, mais ça, on ne peut pas le faire pour lui, s'ils travaillent, ça fonctionne bien et il doit pouvoir réussir. Donc, confiance dans l'élève, confiance aussi en termes, je dirais, de pratique pédagogique, c'est-à-dire que, bah oui, quand on est dans la formation, bah, parfois on se trompe. Mais en fait, surtout quand on a confiance ou quand on donne confiance, c'est aussi permettre à nos élèves d'oser, de se dépasser et quelque part d'aller au-delà de ce qu'ils imaginaient qu'ils étaient capables de faire. Donc ça, c'est ça, donner confiance pour nous. Troisième valeur, le collectif. Alors ça, c'est vraiment dans l'ADN LaSalle. C'est faire ensemble, travailler ensemble, s'entraider. Alors, ça gomme pas l'exigence de l'excellence individuelle,
mais c'est une vraie attention à faire travailler ensemble. Et il nous semble que le collectif aujourd'hui, ben voilà, hein, c'est aussi une des valeurs importantes d'un monde qu'on espère un peu plus juste, un peu plus durable. Quatrième et cinquième valeur, la responsabilité et l'engagement. Alors ça, pour nous, c'est extrêmement important. Donc, engagement dans sa formation d'abord, engagement aussi au service des autres et au service demain des filières professionnelles dans lesquelles on va s'insérer, et puis plus généralement de la société. Donc voilà, tout ça, on le travaille de différentes manières, à la fois dans l'académique et à la fois dans la vie associative. Alors c'est vrai que ces valeurs, en fait, elles s'intègrent avec un grand projet qu'on a eu sur le développement durable, la transition écologique et sociétale. On a un engagement et on a été fondateur en fait d'un label qui s'appelle aujourd'hui le label développement durable et responsabilité sociétale qui s'impose au niveau de l'enseignement supérieur, universités, grandes écoles, etc. Et donc on a été pour deux de nos campus fondateurs de ce label. Donc on est extrêmement engagé à la fois dans les formations, mais on y reviendra aussi parce que nos formations nous portent à ces enjeux-là. Voilà, donc ça c'était les valeurs. Et le projet éducatif lassalien, c'est aussi une vision. Et dans la vision, quelque part, en fait, chez nous, on parle un peu de l'expérience étudiante, une expérience étudiante qu'on veut riche, et en fait qu'on décline autour de trois piliers, faire en sorte que nos élèves soient passionnés par leur formation. Voilà, donc on espère en tout cas, ils travaillent pour des formations qui seront utiles, qui ont du sens. Donc en fait, c'est comment on fait pour qu'ils découvrent au travers des différentes pratiques pédagogiques cette passion dans leurs études. Faire aussi en sorte que ce soit des futurs citoyens et professionnels qui soient, je dirais, bien dans leur peau. Voilà, heureux. Donc ça veut dire aussi travailler et travailler sur la connaissance de soi, sur le développement personnel, sur se poser des questions sur le monde, l'éthique, etc. Puis le dernier élément de cette expérience étudiante, c'est une vie associative et une vie étudiante qui soit riche, donc avec beaucoup d'engagement de la part de nos étudiants et une vie, il y a plus de 150 associations au niveau de nos différents campus. Et du coup, ça se traduit aussi peut-être par un petit label qu'on peut partager, qui est un label qui s'appelle Happy at School. En fait, on vient interroger les élèves, enfin c'est un organisme extérieur, donc ça ne dépend pas d'Unilassal, qui va interroger les élèves alors qui sont plutôt en fin de parcours de leur formation sur différents items. Bon, Happy at School, ça veut dire ce que ça veut dire. Et en fait, là, on a la deuxième place sur le podium des écoles d'ingé de plus de 500 élèves. Donc voilà, c'est dire aussi un petit peu que, a priori, nos élèves sont assez heureux de nous rejoindre. Et nous sommes heureux de travailler avec eux. Merci Valérie. Alors, vos élèves sont heureux, soit, mais qu'est-ce qu'ils apprennent? Je sais qu'Unilassal propose une large palette de formations. Sébastien, qu'est-ce qui, selon vous, fait la force et l'originalité de cette offre pour les étudiants? Merci Perrine pour la question. Donc, comme vous venez de l'entendre et vous l'avez dit vous-même, Unilassal s'appuie sur les histoires de chacun des établissements qui ont fusionné pour créer ce qu'est aujourd'hui le groupe Unilassal. Et dans ces fusions, évidemment, c'est l'addition, la multiplication des compétences et des expertises de chacune des équipes pédagogiques et des savoir-faire. Et dans cette expertise, évidemment, on retrouve les formations d'ingénieurs historiques de chacune de ces écoles, puis les nouvelles formations de bachelor qui ont été créées entre 92 pour les plus anciennes et puis 2020-21 pour les plus récentes. Et puis, la dernière de toutes, pour ces formations post-bac, c'est l'école vétérinaire sur Rouen. Donc, ça fait effectivement 17 formations, 5 diplômes d'ingénieurs, tous accessibles par un cycle préparatoire post-bac, 5 diplômes de bachelor et une école véto. S'additionne à ça des Masters of Science, des masters de spécialité qui viennent compléter l'offre pour ceux qui veulent aller plus loin à l'issue de nos diplômes d'ingénieur ou dans leur 5e année, ou pour attirer, former des extérieurs, des professionnels ou des personnes en reconversion. Alors, les domaines de formation sont nombreux, justement parce qu'on s'appuie sur 4 écoles, 5 formations. Et donc, on va des géosciences et de l'environnement, en passant par l'agronomie, l'agro-industrie, l'agroalimentaire, les problématiques d'alimentation et santé. Et puis, évidemment, on n'oublie pas l'énergie, le numérique, qui sont sur Amiens. Alors, c'est beaucoup de formations. Aujourd'hui, la structuration des formations permet pour les ingénieurs de la transversalité dans les parcours, avec des parcours communs sur l'entrepreneuriat, sur le numérique en dernière année,
Mais le mot d'ordre de l'ensemble de ces formations, c'est de créer une personnalisation du parcours par l'étudiant. C'est-à-dire que dès la première année, quand il rentre chez nous en cycle préparatoire, on lui donne les éléments qui lui permettront de définir dans certains cas, de confirmer dans beaucoup de cas, les choix, les orientations vers lesquelles il veut aller et progressivement, dans le parcours, dans son parcours académique, il va avoir à faire des choix, mais c'est toujours un moment important d'être acteur de sa formation et c'est ainsi qu'on va l'accompagner au mieux. Alors, je ne sais pas s'il faut rentrer dans le détail de toutes les formations. Non, parce qu'en fait, vous avez, chers auditeurs, pour 7 parcours, des interviews que j'ai menées aussi avec des représentants de ces différents parcours qui vous exposent pour chacun la pédagogie utilisée, les matières enseignées, l'employabilité, les métiers vers lesquels les étudiants se dirigent, leur vie associative et plein d'autres détails qui sont présentés. Donc, vous avez tous ces épisodes à disposition. Et puis, si vous avez encore d'autres besoins d'informations, vous avez un site, Unilassal, sur lequel on remettra les liens, qui est très bien fait et qui vous donne tous ces détails. Et puis, pour beaucoup de formations proposées, en tout cas pour le post-bac, les informations sont aussi disponibles sur Parcoursup. Je vous propose qu'on passe à l'histoire des certifications, parce que Unilassal a un certain nombre de certifications obtenues pour les diplômes. Et je voulais comprendre en quoi est-ce qu'elles sont un gage de qualité et de reconnaissance professionnelle. Et là, Valérie, je me tourne vers vous. Oui, c'est vrai, Perrine, que c'est une question qui est importante aujourd'hui, hein. Il y a beaucoup, enfin, je pense que pour les familles, c'est compliqué de s'y retrouver aujourd'hui. On a vraiment une offre de formation post-bac qui est pléthorique, qui n'a cessé de se développer ces dernières années. Et donc oui, c'est indispensable de bien comprendre quels sont les signes de qualité qui existent. Alors en fait, sur Parcoursup, déjà, nouveauté de cette année, vous pouvez, je dirais, identifier un certain nombre d'acteurs, de types d'acteurs qui sont différents dans l'enseignement sup. Vous avez les établissements publics, vous avez les établissements, je dirais, qui sont privés en contrat avec l'État, et puis les établissements privés sans contrat avec l'État. Pour les établissements privés qui sont en contrat avec l'État, c'est notre cas. Alors, nous sommes privés à but non lucratif, je le redis, donc on n'a pas d'actionnaire. Donc, pour ces établissements-là, en fait, si on est en contrat avec l'État, on a forcément des instances qui sont diverses, mais qui viennent évaluer, vérifier, auditer régulièrement, périodiquement, à la fois les formations et l'établissement, qui viennent de ce fait, je dirais, garantir à la fois que les contenus sont adaptés et répondent à des référentiels de compétences qui répondent à des besoins des entreprises. On va y revenir après. Vérifier aussi qu'on a un taux d'encadrement par des professeurs qualifiés dans chacune en fait des formations. Vérifier également pour un établissement d'enseignement supérieur qui délivre des formations d'ingénieurs, des formations de vétérinaires, c'est-à-dire des formations à grade de master, mais aussi à grade de licence, qu'en fait on a bien de la recherche dans nos établissements. Pourquoi c'est important en fait qu'un établissement fasse de la recherche? Parce que ça garantit la qualité du corps professoral qui enseigne aux élèves. C'est-à-dire que la recherche, aujourd'hui, elle se fait à un niveau international. On ne fait pas de la recherche quand on est dans un établissement d'enseignement sup juste au niveau français. Ça n'existe pas. Donc, on publie à l'international. Les équipes font avancer la science au niveau international. Et du coup, comme nos équipes sont dans des unités de recherche, eh bien, on est sûr qu'elles sont vraiment aux frontières de ce qui se fait sur le sujet qui est concerné. Qu'elles sont au courant des derniers débats, des dernières questions, etc. Donc, ça, c'est aussi un élément important quand on choisit un établissement. Elle vérifie aussi finalement le fonctionnement. Est-ce qu'il y a une démarche qualité dans l'établissement? Est-ce qu'il y a des infrastructures suffisantes? Est-ce qu'il y a des moyens qui sont donnés pour que la formation se déroule de manière correcte? Donc, en l'occurrence, pour nous, nous sommes évalués par 2 instances, l'une qui s'appelle la commission du titre d'ingénieur, ça c'est pour toutes nos spécialités, mais aussi pour les formations de bachelor, et également par des instances qui s'appellent la CERS aussi, et qui permettent là d'évaluer les établissements et les unités de recherche. Donc, ce qui est important dans tout ça, c'est que finalement, quand vous êtes ce type d'établissement d'enseignement supérieur en contrat avec le ministère de l'enseignement sup, on délivre derrière, dans nos formations, ce qu'on appelle des crédits ECTS, des crédits qui sont en fait une espèce de monnaie commune entre toutes les universités au niveau européen
Et donc ça permet une mobilité. C'est-à-dire que vous faites un bachelor, si demain vous voulez continuer dans une université, dans une autre grande école, eh bien en fait, votre formation sera reconnue et vous permettra d'accéder à d'autres formations. Là où il faut être vigilant, c'est qu'aujourd'hui, il y a d'autres formations qui se sont développées, qui sont aussi intéressantes, qui sont des formations dites professionnelles. Celles-là, en fait, ce sont des formations qui sont reconnues par le ministère du Travail. C'est ce qu'on appelle les titres RNCP. Et ces formations-là ne donnent pas ces fameux crédits ECTS. Donc, en fait, si vous avez un diplôme qui est effectivement un titre RNCP, bah derrière, vous ne pouvez pas forcément continuer dans l'enseignement sup. Donc ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas une communication qui est toujours bien claire par les établissements. Parfois, beaucoup de communication bien faite, mais on s'y perd un peu pour savoir à quel type de diplôme on a affaire. Donc voilà, vérifiez bien quand vous vous intéressez à un établissement, est-ce que ces établissements-là sont bien en contrat avec les ministères, du coup délivrent bien des formations qui ont grade de licence ou grade de master. Là, vous êtes en sécurité si jamais vous voulez rebondir. Après, si vous voulez une formation professionnelle, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes aussi. Voilà, donc nous, toutes nos formations, les bachelors, comme les formations d'ingénieurs ou vétérinaires, sont toutes reconnues, font toutes l'objet de ces évaluations périodiques. Là, on vient de terminer une grande salle d'évaluation. Merci Valérie. Je sais que c'est effectivement très compliqué d'obtenir et de maintenir l'ensemble de ces certifications-là. Donc bravo à Unilassal. Caroline, je vais me tourner vers vous, si vous le voulez bien. Nous allons parler d'insertion professionnelle, parce que quand même c'est l'objectif des études à terme, c'est d'exercer un métier. Et donc je voudrais que vous nous parliez des excellents taux d'insertion professionnelle d'Unilassal, et puis quels sont peut-être les facteurs clés que vous déployez qui permettent aux diplômés d'être si bien intégrés sur le marché du travail. Bonjour Perrine, avec plaisir de parler de ce sujet. Alors, je vais pas vous noyer sous les chiffres, mais je vais juste vous en donner deux qui sont assez parlants, je pense. Au final, en fait, on a plus de 50% de nos jeunes diplômés qui ont trouvé un emploi avant d'être diplômés. Et en 6 mois, on a 86% de nos jeunes diplômés qui sont rentrés dans le marché du travail. Donc c'est vrai que c'est plutôt sécurisant et rassurant parfois avec le contexte. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Sébastien vous a parlé juste avant des différentes formations. C'est vrai qu'on a la chance d'être sur des secteurs d'activité qui sont porteurs. Dès qu'on parle aujourd'hui de tout ce qui est alimentaire, là, on en a besoin tous au quotidien, tout ce qui est énergie, environnement. Voilà, je vais pas les redétailler, mais ce sont des secteurs d'activité porteurs qui connaissent pas la crise entre guillemets. De plus, les entreprises nous connaissent bien. Vous avez vu au final l'ancienneté qu'on a. On a régulièrement des contacts avec les entreprises. Et c'est elles aussi qui nous font évoluer en termes de formation, de contenu, de compétences qui sont nécessaires. On essaye de bien être en veille sur les nouvelles formations ou les nouveaux besoins et ça permet aux entreprises d'être rassurées par le fait de recruter nos diplômés. Donc ça, je dirais que c'est un peu tout ce qui est extérieur. Et puis, l'école a investi il y a 7 ans dans un centre de carrière, donc c'est ma fonction aujourd'hui. On est une équipe de 4 consultants carrière. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez peu en école d'ingénieur, voire pas en l'état. Donc les étudiants, ils ont 4 consultants carrière à plein temps à leur disposition, tous des anciens recruteurs, ce qui permet d'avoir une légitimité sur la connaissance du marché du travail et des attentes des recruteurs. Et ils ont des cours obligatoires, on parlait juste avant de CTS, donc on a des cours obligatoires et certains avec des évaluations où on les forme sur comment trouver un stage, une alternance, un emploi, avec tous les outils, CV, l'aide de motivation, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ils ont des cours pendant toute leur formation. On est aussi à leur disposition en termes d'accompagnement individuel, s'il y en a qui ont des questions par rapport à leur projet, s'ils veulent faire une simulation d'entretien, s'ils veulent on les aide un peu à prendre du recul parfois s'ils ont le choix entre plusieurs offres. L'équipe est à leur disposition pour les accompagner. Et puis on s'appuie aussi beaucoup sur notre réseau d'alumni. Valérie en parlait tout à l'heure, on a un réseau de 24 000 alumni, en général fiers d'avoir fait l'école. Et en fait, ils ont envie de renvoyer un peu la balle à l'école et ils sont heureux de pouvoir intégrer un étudiant, un alternant ou un futur diplômé qui a fait aussi la même école parce qu'ils savent que l'école forme correctement les étudiants. Merci beaucoup Caroline.
Sébastien, j'aimerais savoir comment est-ce qu'Unilassal accompagne les étudiants tout au long de leur parcours, que ce soit sur le plan académique, personnel et professionnel. Je crois que c'est ce qui fait une bonne partie de votre réputation, donc j'aimerais en comprendre les ingrédients. Voilà, et c'est tout à fait dans l'axe des valeurs lassaliennes que nous souhaitons porter, de formation intégrale, quelque part aussi, c'est un terme que nous utilisons. Et l'accompagnement d'Unilassal commence dès le parcours de candidature des jeunes lycéens essentiellement, c'est surtout le gros de nos troupes sont recrutés post-bac. Et dès l'acte de candidature, et en particulier l'entretien, on commence déjà à échanger avec eux, non seulement sur leur projet, pour savoir s'il est en adéquation avec l'offre de l'école, avec notre accompagnement sur les 3 ou 5 années selon, ou 6 même pour vétérinaire, et aussi sur ce qu'ils souhaitent être, devenir ou apporter à l'école. Donc il y a cette partie-là qui est importante pour nous. Et ensuite, dès son admission, ça commence aussi l'été, avant son arrivée dans nos murs, avec un passeport LaSalle qui lui permet de se familiariser avec l'organisation de l'école, l'organisation académique, de pouvoir faire des exercices, des petits parcours pédagogiques pour se remettre à niveau, reprendre un peu le travail, découvrir aussi les métiers vers lesquels les formations amènent et conduisent. Et ça, c'est aussi un temps qu'il gère à son rythme, sans aucune obligation et sans aucune contrainte, mais qui lui permet d'arriver à la rentrée en septembre en ayant déjà un petit peu une idée des structures dans lesquelles il arrive. Et donc, une fois qu'on arrive, ensuite, chaque première année se voit confier à un tuteur, un salarié de l'école qui n'est pas forcément enseignant ou pédagogue, hein, ça peut être un salarié de service support ou transversaux et qui va pouvoir l'accompagner au cours de cette première année et plus si affinité, c'est-à-dire bien au-delà de la première année, si le contact est bien passé, s'il y a une confiance réciproque qui s'installe, et c'est souvent le cas. Et là, on va accompagner tant sur la méthodologie de travail, rassurer l'étudiant, ou au contraire, lui dire qu'il serait peut-être temps de se bouger un petit peu, les examens arrivent. Mais ça, voilà, ça fait la vie des étudiants qui sont sur des campus dans lesquels les vies associatives est parfois festive. Ne nous cachons pas derrière l'académique, il y a aussi des fêtes étudiantes. Mais en tout cas, cette expérience étudiante dont on parlait il y a quelques minutes, évidemment, passe par cette proximité qu'on essaye de créer entre les étudiants, futurs apprentis pour certains, et les équipes. Alors, la première année, c'est une chose, et l'accompagnement a pour finalité l'épanouissement, évidemment, de l'élève, mais aussi sa réussite. Et dans cet accompagnement, en première année, on a également des renforcements en sciences fondamentales. On sait que le bac, dans sa nouvelle mouture, crée, dans certains cas, des disparités de savoir, de compétences entre ceux qui ont fait ou pas fait les maths en terminale, ceux qui ont fait ou pas les sciences physiques ou la SVT. Et dans nos métiers, dans nos formations à Unilassal, on a souvent, dans beaucoup d'entre elles, besoin de ces 3 pieds. Hein, c'est comme un tabouret. Ça tient à 4, ça tient à 3, ça tient plus à 2. Et donc, il faut qu'on arrive parfois à redonner du complément de savoir sur ou les mathématiques, ou la physique et la chimie, qui sont nécessaires aussi beaucoup dans nos métiers, ou même la SVT, qui est la base aussi de certains de nos diplômes. Donc, on est sur cet accompagnement-là académique, et puis l'épanouissement, parce que, voilà, dans le cadre du cursus, que ce soit sur les bachelors, les ingénieurs ou les vétos, l'associatif va pouvoir prendre aussi une place dans la formation. Alors, quand je dis ça, je pèse mes mots. L'associatif, l'engagement de l'étudiant va pouvoir prendre une vraie place dans sa formation. Parce que, évidemment, il n'y a pas que les cours, il n'y a pas que les examens pour valider et évaluer des compétences, il n'y a pas que les stages en entreprise, il y a aussi les relations interpersonnelles qu'on peut créer dans un engagement pour lequel on va accepter de prendre des responsabilités, dans lequel on va être amené à rencontrer parfois des organismes extérieurs. On peut parler de tournois sportifs sur Beauvais où les responsables de l'organisation sont amenés à rencontrer la préfecture pour des raisons de sécurité, les autorités, les services de secours. Tout ça, ça responsabilise, ça forme également énormément les jeunes. Et dans ce cas-là, on est en mesure de signer des contrats d'engagement avec les étudiants pour compenser, valoriser ces engagements associatifs importants en ECTS dont parlait Valérie il y a quelques minutes.
Et ça complète leur parcours et ça leur permet aussi de s'épanouir dans une activité certes extra-académique, mais qui est tout aussi formatrice dans certains cas que des cours magistraux. Il faut reconnaître aujourd'hui que la multiplicité des modalités pédagogiques est nécessaire aussi. Donc, il y a cet accompagnement. Puis, il y a l'accompagnement personnel d'adultes qui se crée également à travers un certain nombre de moments de partage ou de conférences, de sensibilisation à l'affectivité, à l'alcool et à la relation que peuvent avoir les étudiants avec l'alcool. En tout cas, tous ces sujets qui font la construction du jeune de 18 à 22 ans, sa relation à l'autre, sa vie sociale, sa vie affective, comme je le disais, et on va l'aider à trouver les bons curseurs, à poser les curseurs de sa vie et dans son choix d'individu. Qu'est-ce que je veux être, comment je veux l'être et quelle relation je veux avoir avec les autres. Et enfin, c'est la construction de son parcours professionnel. Et là, on va l'aider à choisir. Comme je le disais, dans les formations, on tend à donner le choix. C'est-à-dire que les étudiants peuvent choisir. Ça peut être un choix de modalité de mobilité internationale. C'est le cas de la première année du cycle ingénieur ou pour les bachelors, leurs 4 semaines de mobilité. Et dans ce cas-là, on va les accompagner vers quelle destination, quelle discipline, comment je veux faire ma mobilité. Et puis, ça peut être plus tard aussi sur des choix plus professionnalisants, vers quoi je veux aller, quel type de stage je veux. Et là, on les renvoie vers le centre de carrière aussi pour les aider à trouver ces stages, à trouver ces apprentissages. Et donc, progressivement, voilà, on les amène à construire aussi leur parcours qui les mènera à la vie professionnelle. Et là, c'est une interaction en permanence entre les équipes pédagogiques, le service du centre de carrière et les différents acteurs qui vont accompagner les élèves, que ce soit leur responsable pédagogique de proximité ou que ce soit le centre de carrière dans les conseils sur comment je me positionne sur une offre, comment je mène un entretien. Donc un accompagnement qui se vit avant la première année, jusqu'à la fin et même après. Et là, je peux laisser la parole à Caroline sur la fin du parcours et la vie professionnelle. Elle en a déjà dit un peu. Oui, en effet, Sébastien, j'en ai dit 2 mots, en effet, sur l'activité du centre de carrière. Pour compléter sur ce côté professionnalisant, on s'appuie aussi beaucoup sur les entreprises à travers différents événements qu'on met en place, notamment en 4e année où on a des journées des métiers sur chaque site. Les étudiants doivent faire témoigner des professionnels auprès de d'autres étudiants. Le but est vraiment de bien comprendre à l'intérieur les métiers et de la bouche des personnes qui le font. Parce que voilà, nous, au niveau du centre de carrière, on ne connaît pas tous les métiers et qui peut mieux expliquer ce qu'il fait au quotidien, ce qu'il aime ou ce qu'il aime moins que voilà, un professionnel, qu'il soit un alumni ou pas. Et puis, les étudiants aussi bénéficient d'un forum annuel. Donc, tous les ans, au mois d'octobre, on a un forum entreprise qui est pour le groupe, où les étudiants des 4 campus viennent sur Beauvais pour rencontrer des entreprises. Et ça, voilà, c'est vraiment un événement phare de l'école. Pour donner un petit chiffre, l'année dernière, on a accueilli plus de 130 entreprises et tous les ans, on est forcé de pousser les murs parce qu'on a de plus en plus de demandes. Et ça contribue vraiment au côté professionnel. Et puis, pour finir, le centre de carrière, c'est un service qui est à vie, puisque travaillant avec les alumni, on peut aussi proposer aux alumni un accompagnement quand ils ont des problématiques pendant leur carrière, alors en lien avec le recrutement, bien entendu, mais ils peuvent revenir vers nous. Donc ça permet aussi de garder des liens avec les anciens. Unilassal a développé depuis maintenant une dizaine d'années à peu près une mission qui s'occupe spécialement avec les entreprises de l'accueil des étudiants en situation de handicap. On s'est fait fort d'en faire un point très fort de notre accompagnement avec une équipe qui est constituée aujourd'hui de 2 permanents sur Beauvais et d'un référent permanent sur chacun des campus. On accompagne spécifiquement avec tous les outils, tous les moyens qui nous sont disponibles, les étudiants qui pourraient, dans certains cas, présenter des situations de 10 ou alors plus lourds dans certains cas, et on va faire en sorte de les accompagner de la première à la dernière année de leur scolarité en les mettant dans les situations de réussir
On est aujourd'hui présent dans l'enseignement supérieur auprès de la CGE, où notre responsable de la mission handicap est référent handicap. Et on a à cœur de proposer, aujourd'hui, c'est 400 jeunes qui sont accompagnés dans le groupe Unilassal pour diverses situations dans le cadre de leur scolarité au quotidien, comme pour des événements ou des moments un peu plus longs, comme les stages, par exemple, où on va aussi travailler avec les missions handicap des entreprises, dans certains cas, ou simplement mettre à disposition des moyens de suivi pour que l'étudiant soit en moyen de réussir. Les enseignants sont formés aussi à l'accueil de ces publics. Et voilà, on a à cœur de permettre à chacun de suivre et de réussir dans sa formation, quelle que soit sa situation ou son petit truc en plus, comme dirait quelqu'un de connu aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces détails que vous avez exposés, qui permettent effectivement de bien comprendre l'intégralité de l'accompagnement que vous menez et dans la durée également. Valérie, je vais vous laisser conclure et peut-être nous rappeler en quelques mots les spécificités d'Unilassal. Oui, effectivement, un certain nombre d'éléments de différenciation. Je dirais que le premier, il tient aux fusions que nous avons réalisées, qui fait qu'on a un éventail de compétences qui sont particulièrement adaptées pour répondre aux enjeux de nos sociétés. On a dit la transition alimentaire, la transition agroécologique, les enjeux du One Health, une seule santé, la santé du sol, des plantes, des animaux, de l'environnement, de l'homme, tout ça, ça fait un tout. Pour répondre aux enjeux des transitions énergétiques, de la transition numérique, de l'arrivée à la fois de technologies de haut niveau au travers de tout ce qu'on parle aujourd'hui dans les data, dans l'intelligence artificielle, mais aussi parfois en fait de savoir faire avec des solutions plus frugales au niveau des technos. Du coup, on a vraiment aujourd'hui une capacité à créer des parcours qui sont nouveaux, parce qu'en fait, c'est bien clair que pour répondre aux enjeux du monde d'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on reproduise les solutions d'hier. Donc, ça veut dire aussi qu'on travaille beaucoup sur l'innovation pédagogique pour créer des parcours qui répondent aux enjeux, aux besoins des compétences des entreprises, d'ailleurs aussi aux aspirations des jeunes, parce qu'en fait, des métiers utiles pour transformer le monde, il faut aussi qu'on articule des compétences de manière différente par rapport à ce que l'on faisait avant. Je donne un exemple. Aujourd'hui, on a des entreprises qui nous disent, nous, il nous faudrait des gens qui soient compétents à la fois dans les domaines de l'agronomie, dans les domaines des géosciences et du numérique. Ça, nous, on peut le faire parce qu'on a toutes ces compétences sous un même toit. Donc ça, c'est notre vraie originalité aujourd'hui, c'est pouvoir adresser tous ces enjeux de nos sociétés. Peut-être que le seul enjeu sur lequel on n'est pas trop aujourd'hui, c'est la mobilité. Mais surtout, tous les autres enjeux que traversent nos sociétés, on y est. Et on peut créer les formations qui sont adaptées et qui évoluent. Donc, un étudiant qui va rentrer l'année prochaine chez nous en première année, certainement que tous les parcours auxquels il aura accès ne sont pas encore créés, mais parce qu'on travaille en permanence avec les entreprises, avec les alumni aussi, comme l'évoquait Caroline. Donc, voilà, des métiers qui ont du sens par rapport aux enjeux d'aujourd'hui. Deuxième particularité, c'est qu'on va avoir des formations, chez nous on dit le learning by doing, apprendre en faisant. Et ça, c'est dès la première année. On a la chance du coup de pouvoir construire des parcours ou en 3 ans ou en 5 ans. Et du coup, en fait, dès la première année, on va aller sur le terrain, quelle que soit la forme du terrain, en labo, à l'extérieur. C'est-à-dire quand on est un géologue, on peut aller à l'extérieur. Quand on est quelqu'un de l'agronomie, on va aussi aller sur le terrain. Mais on va aller aussi dans des labos, dans des labs de l'école. Donc, en fait, on va être déjà, dès la première année, sur des projets et sur des stages. Quand on a cette possibilité-là, du coup, on expérimente et du coup, on teste des choses et on se dit, oui, j'aime bien, non, j'aime pas. Mais c'est comme ça qu'on grandit et qu'on affine son projet personnel. Si on n'a pas d'expérience, pas de projet, rien du tout, on ne peut pas savoir si on aime a priori la recherche, si on aime la qualité, si on a envie de travailler pour une association dans le domaine de l'environnement, pour un grand groupe, etc. Il faut avoir testé. Donc, en fait, on a aussi un dispositif de stage et de projet qui est très, très développé au maximum de ce qu'on peut faire, de ce qu'il est possible de faire dans le cadre des accréditations dont on parlait tout à l'heure, pour travailler sur ce domaine-là. Troisième caractéristique chez nous, le collectif. Donc ça, on y accorde beaucoup, beaucoup d'importance. Pour nous, c'est une compétence aussi, finalement, à la fin, qui est aussi une capacité d'insertion dans le monde professionnel, qui nous est reconnue par les entreprises qui nous disent, oui, on reconnaît un étudiant d'Unilassal parce que sa capacité à s'intégrer dans
tout un tas de situations, ça se fait très bien. L'excellence aujourd'hui, si vous ne savez pas travailler avec une équipe, communiquer, échanger, comprendre, ça ne fonctionne pas. Même le meilleur collaborateur, s'il ne peut pas dialoguer avec les autres, une entreprise va être embarrassée. Donc ça, on travaille beaucoup cette dimension-là. Et donc, à force de le vivre pendant la formation, ça devient relativement naturel. Et puis, le dernier élément, c'est vrai qu'on a la chance de faire partie de ce réseau La Salle. C'est à la fois un savoir-faire qu'on partage et dont on bénéficie. Donc en échange avec les autres universités de par le monde. Et puis c'est aussi finalement quelque chose qui est important et qui est aussi une marque finalement de diplôme à l'international, une marque mondiale. C'est vrai que quand vous sortez de France, souvent, comme on a un enseignement supérieur qui est assez émietté, en dehors des très très grandes écoles qui ont une notoriété internationale, elles sont très peu nombreuses. Je pense qu'on doit les compter sur les doigts d'une seule main. Eh bien, en dehors de ça, vous n'êtes pas connu. Et la marque La Salle, elle est connue parce qu'on est présent dans 80 pays dans le monde et que quand vous voyagez à l'international, ça vous arrivera peut-être, vous croiserez peut-être en fait des bâtiments sur lesquels vous voyez La Salle, de La Salle, etc. Puis vous rencontrerez aussi peut-être des gens qui ont eu à un moment dans leur scolarité un passage par une institution du réseau La Salle. Ça va de la maternelle à l'enseignement sup, donc c'est assez large. Mais ça fait partie aussi de ce réseau, en fait, au-delà du national et des 24 000 alumni, comme le soulignait Caroline tout à l'heure. On est aussi présent dans un réseau mondial des diplômés Unilassal. Donc ça aussi une petite différence. Merci beaucoup à tous les trois pour vos témoignages, vos explications qui rendent la singularité d'Unilassal plus réelle et surtout plus concrète pour nos parents. Merci beaucoup. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.